La capitale du Burkina Faso a été vendredi secouée par des attaques. L'ambassade de France à Ouagadougou a été attaquée par des hommes armés qui s'en sont également pris à l'état-major général des forces armées burkinabées. Nouvelle violence communautaire survenue dans la nuit de jeudi à vendredi en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Au moins 49 personnes y ont été tuées. Au moins 3 travailleurs humanitaires nigérians employés par l'ONU ont été tués et 3 autres blessés jeudi. C'était dans une nouvelle attaque du groupe islamiste armé Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Les attaques qui ont visé vendredi l'ambassade de France à Ouagadougou et l'état-major général des armées burkinabées ont un relent terroriste très fort. Au moins 28 personnes ont été tuées. 4 assaillants ont été neutralisés à l'ambassade de France où la situation était vite maîtrisée. À l'état-major, il y a eu une attaque à l'explosif. 2 assaillants ont été neutralisés par la suite. Il n'y a pas pour l'instant de victimes annoncées. Il y a, je rappelle, 4 assaillants qui ont été neutralisés à l'ambassade de France et 2 qui l'ont été au niveau donc, de l'état-major des forces armées nationales. Il y a un certain nombre de blessés, notamment les gendarmes et les militaires qui étaient en faction à ce niveau-là, donc qui ont été transférés. Et la sécurisation de l'état-major se continue pour l'instant. Sur l'état-major, il y a eu une attaque à l'explosif qui a détruit une partie, donc un pan de cet état-major-là. Mais c'est une attaque. Elle a un relent terroriste très fort. Elle a visé 2 endroits, l'ambassade de France et l'état-major. Les unités spéciales des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso étaient toujours en opération vendredi en début de soirée. Selon des témoins, 5 hommes armés sont sortis d'une voiture et ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade de France dans le centre de la capitale du Burkina Faso. Une autre explosion près de l'état-major des armées burkinabées et de l'Institut français a été constatée. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le directeur de l'ONG Caritas à Bounian, en République démocratique du Congo, a affirmé vendredi que 49 corps ont été comptés et qu'il y a encore d'autres corps qu'on recherche. Un peu plus tôt, le ministre de l'Intérieur a donné un bilan de 33 morts. À la base, des violences entre communautés Emma et Landou à Bounian, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ces violences se sont déroulées à Maz, un village du territoire de Djougou, situé à environ 80 km au nord de Bunia, capitale de la province de l'Ituri. Selon plusieurs témoignages recueillis, les assaillants présentés comme appartenant à la communauté Lendou se sont attaqués aux Emma. Le différend pour les terres entre éleveurs Emma et agriculteurs Lendou en Ituri est une des nombreuses sources de violence dans l'est troublé de la RDC. Selon la société civile, le bilan risque d'être plus lourd. Le regain de violence en Ituri remonte à mi-décembre et en fait une centaine de morts et provoqué le déplacement d'environ 200 000 personnes. Les victimes sont 2 employés de l'Organisation internationale pour les migrations qui s'occupaient de la gestion d'un camp accueillant environ 55 000 déplacés victimes des violences djihadistes et un médecin travaillant comme consultant pour l'UNICEF. L'attaque est survenue jeudi soir dans la localité de Ran, État du Borno. Le Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires au Nigeria a condamné ces meurtres. 3 travailleurs humanitaires ont également été blessés lors de l'attaque et une infirmière est portée disparue, ce qui fait craindre un enlèvement. Par ailleurs, un membre d'une milice civile engagée avec l'armée contre Boko Haram et un officier militaire ont affirmé que 8 membres des forces de sécurité avaient été tués, mais aucune confirmation officielle n'a pu être obtenue dans l'immédiat. Selon la porte-parole de l'ONU basée à Abuja, la cible était l'armée. Les humanitaires se sont retrouvés pris au piège. Le gouvernement a annoncé vendredi que la recherche des otages a été étendue aux pays voisins, alors que selon plusieurs médias locaux, elles auraient été emmenées au Niger.
Le juge demande la confiscation définitive des biens de Diezani Alison Madueke, situés dans 2 riches quartiers de Lagos, la capitale économique du Nigeria. La Haute Cour de justice de Lagos a établi que ces appartements avaient été respectivement achetés pour 2,9 millions d'euros et 950 000 euros par des entreprises appartenant à l'ex-ministre du pétrole. Diezani Alison Madueke, qui fut ministre de l'ancien président Goodluck Jonathan jusqu'en 2015, est la première femme à diriger l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, est également au centre de plusieurs enquêtes pour blanchiment d'argent et corruption aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie. Elle est actuellement en liberté sous caution à Londres après avoir été arrêtée dans le cadre d'une enquête britannique sur un vaste scandale de corruption internationale. Plusieurs de ces maisons et appartements ont déjà été saisis par la justice ces derniers mois. En octobre, l'ex-ministre s'était vu confisquer plusieurs propriétés à Lagos, Abuja et Port Harcourt, évaluées à 6,1 millions d'euros. En août dernier, un juge avait également ordonné la saisie d'une luxueuse propriété d'une valeur estimée à 37,5 millions de dollars à Lagos. Plus de 5,3 millions d'électeurs ont déjà été enregistrés pour les élections générales. C'est ce qu'a annoncé jeudi à la presse la présidente de la commission électorale zimbabwéenne. La tranche des 18 à 34 ans, habituellement appelée les jeunes, représente 43,5% du total des électeurs inscrits jusqu'à présent. La tranche d'âge des 60 ans et plus représente 13,6% des électeurs inscrits jusqu'à présent. La date de ces élections générales, très attendues, n'est toujours pas connue, mais faisant référence à la Constitution, elle a défini un intervalle de temps où pourraient se tenir ces scrutins. Le scrutin peut avoir lieu selon la Constitution au plus tôt le 21 juillet 2018 et au plus tard le 21 août 2018. Le mois dernier, le président Emmerson Mnangagwa avait indiqué que ces élections auront lieu avant le mois de juillet 2018. Le nouveau chef de l'État, qui a pris la tête du Zimbabwe après la démission forcée du président Robert Mugabe au mois de novembre dernier, a promis à plusieurs reprises que les élections seraient justes, libres et crédibles. Mais les critiques d'Emmerson Mnangagwa, un des fidèles serviteurs du très répressif régime Mugabe, doutent cependant de sa réelle volonté de mener des élections transparentes et pacifiques, rappelant qu'il a été l'un des exécuteurs de la répression pendant l'ère Mugabe. Cette ligne ferroviaire qui doit relier Nairobi à Naivasha, dans la vallée du Rift, puis ensuite peut-être à l'Ouganda et à d'autres pays de la région, est la prolongation de celle reliant la capitale à Mombasa sur l'océan Indien. Inaugurée en mai 2017, celle-ci représentait le plus grand projet d'infrastructure accompli au Kenya depuis son indépendance en 1963. Depuis 2016, le nouveau tronçon est au cœur d'une bataille judiciaire entre le gouvernement et des défenseurs de l'environnement. Mais la semaine passée, des grues, du matériel de construction ont fait leur apparition et des centaines d'ouvriers ont commencé à travailler sous la protection d'hommes armés. Quand ils ont commencé les travaux de construction vendredi dernier, la semaine dernière, 3 espèces qui occupent le secteur ont déjà déménagé à cause du dynamite et des travaux en cours. Nous avons les girafes qui étaient là. Et les girafes sont parties ce week-end. Nous avons des zèbres, nous avons des bêtes sauvages. Elles se sont éloignées. Donc, ce que nous voulons, c'est que la construction d'un parc national à l'intérieur de Nairobi pour les 24 prochains mois causera de graves problèmes écologiques ainsi que de graves problèmes pour les espèces animales qui y vivent. Le parc national de Nairobi, le doyen des parcs d'Afrique de l'Est, imaginé dans les années 1940 par les colons britanniques, est une étendue de près de 120 km² en bordure de la capitale kenyane et un refuge pour lions, zèbres, crocodiles, rhinocéros, hippopotames, antilopes et autres buffles. Les animaux y viennent via, au sud,
un couloir de migration vers d'autres parcs naturels comme le célèbre Masai Mara. Pour les défenseurs de l'environnement, le chemin de fer est une menace directe pour la survie de ce parc sans équivalent dans le monde. Un petit groupe d'activistes a manifesté jeudi sur les lieux pour exiger que le gouvernement respecte la décision de justice et stoppe la construction de cette ligne confiée à une entreprise chinoise. Le gouvernement conteste l'idée qu'il ne respecterait pas la décision de justice suspendant la construction. Selon un porte-parole du service kenyan de la faune, l'entreprise chinoise a fait appel de cette décision qui de ce fait est donc elle-même suspendue. Le président Déby nous demande de renouer le dialogue pour mettre un terme à la grève qui paralyse les secteurs vitaux, à savoir l'éducation nationale et la santé, a indiqué une source syndicale, membre de la Confédération libre des travailleurs tchadiens, réputée proche du pouvoir. Le président a indiqué que les mesures d'austérité ont été prises en conformité avec les bailleurs de fonds, a expliqué la source de la CLTT. En janvier, l'État avait acté une coupe dans les salaires des fonctionnaires, enclenchant un important mouvement de grogne sociale. La rencontre a été confirmée par un autre syndicaliste, membre de l'Union des syndicats tchadiens. Ni les médias publics, ni la présidence tchadienne n'avaient fait état de cette rencontre jeudi soir. La plateforme syndicale, qui regroupe l'UST et deux autres syndicats, a indiqué qu'ils se réuniraient vendredi pour discuter ensemble de la réponse à apporter, selon Michel Barka, président de l'UST. Pour notre part, nous avons suggéré au président Déby que s'il veut faire des économies, il faut que le gouvernement fasse un audit du nombre des fonctionnaires de la fonction publique et qu'il assainisse le fichier de la solde où il y a des agents fictifs et des doublons, a encore déclaré le syndicaliste de la CLTT. Réclamé par les syndicats depuis plusieurs mois, cet audit doit mettre en lumière le nombre de fonctionnaires fantômes du pays. Le pays de près de 15 millions d'habitants compte environ 92 000 fonctionnaires civils. Pour rappel, depuis fin janvier, tout le secteur public tchadien est en grève. D'abord mobilisé contre un projet de loi de réduction des salaires des fonctionnaires finalement abandonné par le gouvernement, les mouvements sociaux ont repris quand les fonctionnaires se sont rendus compte de coupes effectives dans leur salaire à la fin janvier.